Kinshasa, août 98. Une nuit moite et oppressante enveloppe la capitale congolaise. À des milliers de kilomètres des bastions rwandais, un commando d'élite vient de s'emparer de la base militaire de Kituna. La ville de Matadi tombe dans la foulée. En moins d'une semaine, Kinshasa est à portée de tir. C'est un coup de maître, un pari insensé, orchestré par un seul homme, James Kabarebe. Mais qui est vraiment cet officier dont le nom résonne comme une légende dans les cercles militaires de la région des Grands Lacs? Comment un exilé formé dans les maquis de Yoweri Museveni est-il devenu l'un des stratèges les plus redoutés d'Afrique? Pour comprendre l'opération Kituna, il faut remonter aux origines d'un homme forgé par l'exil, la guerre et la quête absolue du pouvoir. Il est l'un des plus anciens collaborateurs du président Paul Kagame. Lors de la rébellion contre Juvenal Habyarimana dans les années 90, il s'engage au sein du Front patriotique rwandais de Kagame. Cette vidéo vous plonge au cœur d'une des opérations militaires les plus audacieuses de l'histoire moderne de l'Afrique. Une mission qui aurait pu faire basculer l'histoire du Congo en quelques jours. Mais dans les guerres de l'ombre, chaque victoire a un prix. James Kabarebe était-il un génie militaire ou un homme aveuglé par son ambition? Était-il un libérateur ou un architecte du chaos? Cette vidéo révèle les coulisses d'un conflit où les frontières entre héros et bourreaux se brouillent dangereusement. Préparez-vous à entrer dans l'univers impitoyable de la deuxième guerre du Congo, où les vainqueurs ne sont pas toujours ceux que l'histoire rencontre. Né en 1959, James Kabarebe grandit dans une région marquée par des tensions ethniques profondes. Son exil en Ouganda le confronte très tôt aux réalités de la lutte armée et du combat politique. Il y rencontre Salim Saleh, frère du président ougandais Yoweri Museveni, une relation qui façonnera son avenir. L'Ouganda devient une terre d'apprentissage militaire pour Kabarebe, où il s'imprègne des stratégies guerrières et affine son talent de stratège. Il s'engage aux côtés des forces de Museveni dans la guerre de brousse contre le régime de Milton Obote, puis dans la prise du pouvoir en 1986, qui installe Yoweri Museveni à la tête du pays. Cette période constitue une phase clé dans la formation du futur général rwandais, car elle lui permet d'acquérir une expérience militaire précieuse et de nouer des liens solides avec des acteurs majeurs de la région. En 1990, James Kabarebe rejoint le Front patriotique rwandais FPR, un mouvement de rebelles Tutsis dirigé par Paul Kagame qui mène une lutte armée contre le régime Hutu de Juvenal Habyarimana au Rwanda. Il devient l'un des hommes de confiance de Paul Kagame, jouant un rôle clé dans la structuration et l'organisation des forces du FPR. L'attaque du FPR en 1990 marque le début d'une guerre civile qui durera jusqu'en 1994, culminant avec le génocide des Tutsis. James Kabarebe est en première ligne lorsque le Front patriotique rwandais prend le contrôle de Kigali en juillet 1994, mettant fin au génocide mais plongeant la région dans une nouvelle ère de conflit. Dès la prise du pouvoir par le Front populaire rwandais, la situation sécuritaire du Rwanda demeure fragile. Des milliers de soldats et de miliciens Hutus se réfugient en République démocratique du Congo ex-Zaïre où ils forment des groupes armés menaçant le nouveau régime. Paul Kagame et son cercle rapproché, dont James Kabarebe, sont convaincus qu'une intervention militaire au Zaïre est nécessaire pour neutraliser cette menace et éviter toute résurgence d'un mouvement hostile au Rwanda. En 1996, James Kabarebe est envoyé en mission secrète au Zaïre pour préparer une offensive. Aux côtés des forces rwandaises et des rebelles congolais dirigés par Laurent Désiré Kabila, il orchestre la première guerre du Congo. Cette campagne militaire, menée sous couvert d'une rébellion locale, vise à renverser Mobutu Sese Seko, affaibli par des décennies de dictature et d'isolement international. La stratégie militaire adoptée par Kabarebe est implacable. En quelques mois, les forces rebelles progressent de l'est du Congo jusqu'à Kinshasa, renversant Mobutu en mai 1997. Laurent Désiré Kabila devient président de la République démocratique du Congo et James Kabarebe est nommé chef d'état-major de l'armée congolaise. Mais entre eux, ils ne se connaissaient pas. Il fallait donc qu'un Rwandais qui les connaisse soit présent à leur première rencontre pour faire les présentations. Ce jour-là, dans le bureau de James Kabarebe, je suis arrivé le premier avec mon équipe de l'ADP. Après, il y a une jupe militaire qui est arrivée avec deux hommes. D'abord, c'était Kabila. C'était la première fois que je le voyais physiquement. J'ai vu un homme qui était en sandales,
un vieux, mais qui semblait boiter, avec une tête rasée. Mais je me suis dit, c'est lui, Kabila. Je les ai présentés un par un. Et j'ai introduit l'ordre du jour, c'est-à-dire la libération du Zaïre et la guerre contre Mobutu. Ils étaient contents. Je pense qu'ils étaient contents de s'être rencontrés. À ce poste, il détient une influence considérable sur les affaires militaires du pays et encadre la réorganisation de l'armée congolaise. Toutefois, les relations entre Kabila et ses anciens alliés rwandais et ougandais se dégradent rapidement. Kabila se révèle comme être une missile non guidée. Se sentant menacés par leur présence, décide en 1998 d'expulser les conseillers militaires rwandais et ougandais, déclenchant ainsi la deuxième guerre du Congo. C'est dans ce contexte que James Kabarebe, fidèle à la stratégie d'intervention régionale du Rwanda, prépare et exécute l'opération Kitona, un des épisodes militaires les plus audacieux de l'histoire moderne de l'Afrique. Dès la fin de 1997, un sentiment de rejet grandissait au sein de la population congolaise. La présence de l'armée patriotique rwandaise, APR, qui combattait violemment les rébellions hostiles au Rwanda dans l'est du Congo suscitait colère et ressentiment. Les récits de pillages massifs, de confiscation de terres et d'exactions contre des civils se multipliaient. À Kinshasa, où l'opinion publique oscillait entre espoir et désillusion, le sentiment anti-rwandais se cristallisait. Au fur et à mesure que les tensions ethniques et politiques s'intensifiaient, Kabila commença à voir ses anciens alliés comme une menace existentielle. L'influence rwandaise devenait pesante, presque insoutenable. Le 13 juillet 1998, Laurent Désiré Kabila prit une décision radicale. Il démit tous les Rwandais de leurs postes gouvernementaux et militaires. 2 semaines plus tard, le 27 juillet, il alla encore plus loin en ordonnant le départ immédiat de tous les soldats rwandais et ougandais encore présents en RDC. Ce brusque revirement bouleversa les rapports de force. Pour combler le vide laissé par l'APR, Kabila fit appel à des milices locales, des fidèles de longue date, mais aussi à des anciens génocidaires Hutus, créant ainsi un cocktail explosif aux conséquences imprévisibles. Les Bayamoulenges, ces Tutsis congolais qui avaient initialement soutenu Kabila, furent eux aussi écartés du pouvoir, considérés comme des complices du Rwanda. À Kigali, cette trahison fut perçue comme un coup de poignard dans le dos. Paul Kagame, alors ministre rwandais de la Défense, suivait la situation de très près depuis des mois. L'éviction des Rwandais du pouvoir à Kinshasa et la menace pesant sur les Tutsis congolais ne pouvaient être tolérées. Pour le Rwanda, il ne s'agissait pas seulement d'une question d'influence, mais aussi de sécurité nationale. Dès avril 1998, avant même que la rupture ne soit officielle, Kagame avait déjà commencé à élaborer les plans d'une nouvelle intervention militaire. Face à la rupture brutale entre Laurent Désiré Kabila et ses anciens alliés rwandais, une réaction rapide et décisive s'imposait à Kigali. Paul Kagame et son état-major savaient qu'un conflit frontal dans l'est du Congo risquait de s'enliser, offrant à Kabila le temps de consolider son pouvoir. Il fallait frapper vite, frapper fort et surtout frapper là où on ne les attendrait pas. C'est alors que James Kabarebe, l'ancien chef d'état-major de l'armée congolaise, élabora un plan aussi audacieux que risqué. Un pont aérien de plus de 1900 km depuis le Rwanda jusqu'à la base aérienne de Kitona dans l'ouest du Congo. Située à seulement 320 km de Kinshasa, cette base offrait un avantage stratégique inestimable. Le plan était d'une efficacité redoutable. Si les troupes rwandaises réussissaient à l'occuper, elles auraient un accès direct à des infrastructures vitales. La province du Bas-Congo, poumon économique du pays où transitait la majeure partie du commerce extérieur congolais. Les ports maritimes uniques, porte d'entrée du pays vers l'océan Atlantique, un levier économique et logistique majeur. Les barrages d'Inga, source principale d'électricité pour l'ouest du Congo, dont Kinshasa. Contrôler l'énergie, c'était paralyser la capitale. Le plan était d'une efficacité redoutable. Prendre Kitona, semer le chaos, puis marcher sur Kinshasa. La chute de la capitale, fragilisée par les tensions internes et une armée désorganisée, ne serait plus qu'une question de temps. Kabila serait renversé et un régime pro-rwandais installé à sa place. James Kabarebe savait que les troupes rwandaises, aussi bien entraînées soient-elles, ne pouvaient à elles seules renverser Kabila en plein cœur de Kinshasa sans appui locaux. Mais son expérience sur le terrain lui avait appris une chose essentielle. Le pays grouillait de factions prêtes à trahir Kabila si l'occasion se présentait.
Parmi ses alliés potentiels, plusieurs groupes clés étaient en ligne de mire. Les Banyamulenge, ces Tutsis congolais internés et persécutés depuis la rupture avec le Rwanda qui avaient tout intérêt à voir tomber Kabila. Les anciens soldats de la phase, forces armées zaïroises, restés loyaux à Mobutu et méprisés par le nouveau régime. Amers et marginalisés, ils voyaient dans cette rébellion une chance de reprendre leur revanche. Les multiples factions hostiles à Kabila, lassées de son autoritarisme naissant et de son incapacité à stabiliser le pays après la chute de Mobutu. Kabarebe était convaincu que cette mosaïque d'opposants se raillait à sa cause rwandaise dès les premiers succès militaires, accélérant ainsi l'effondrement du régime en place. Ce coup de force si audacieux soit-il allait redéfinir l'histoire de la RDC. Le compte à rebours vers la seconde guerre du Congo venait de commencer. Le soir du 2 août, à Goma, le général Sylvain Bunki de FAC et son adjoint se sont rendus à la station locale de la radio-télévision nationale congolaise contrôlée par le Rwanda. Une fois sur place, il annonce une mutinerie au sein des FAC et déclare son intention de renverser Kabila. Pendant que ce message était diffusé, des commandos de l'unité du haut commandement rwandais ACI sont entrés dans la ville et ont saisi l'aéroport international de Goma ainsi que 4 avions de ligne civiles et un certain nombre de transports plus légers. Le 4 août, les commandos ont été rejoints par plus de soldats rwandais et ougandais, y compris une unité d'artillerie légère ougandaise totalisant plus de 500 soldats. Les pilotes ont ensuite reçu l'ordre, sous la menace d'une arme, de se diriger vers l'ouest, vers la base aérienne de Kitona. Le matin du 4 août, l'aube s'élève à peine sur Kitona lorsqu'un grondement métallique déchire le silence. Deux Boeing 727 surgissent à basse altitude, frôlant la piste de l'aérodrome. Avant même qu'ils ne s'immobilisent complètement, l'air escalier s'ouvre et une vague de commandos de l'unité commando de l'UCAS déferle sur le tarmac. Leur mission est claire: frapper vite, frapper fort. En moins de 30 minutes, l'aérodrome et les infrastructures stratégiques de la base aérienne sont sous leur contrôle. Les rotations aériennes chancellent sans relâche. Kitona devient un pont aérien, une porte d'entrée pour une armée invisible aux yeux du monde. Le 5 août, plus de 3000 soldats rwandais et ougandais ont déjà été acheminés. Mais Kabarebe ne compte pas s'arrêter là. Stratège redoutable, il retourne l'ennemi contre lui-même. Avec un mélange de persuasion et de corruption, il rallie des unités congolaises à sa cause. L'armée d'invasion gonfle ses rangs avec plus de 2000 rebelles congolais, des chars de combat type 59 et 62 et des canons anti-aériens. Kitona, jadis bastion de l'armée congolaise, est désormais le cœur battant d'une offensive fulgurante. La progression est fulgurante, implacable. Les forces congolaises restées fidèles à Kabila sont balayées en un éclair, incapables de résister à la vague d'assaut. Le 5 août, les soldats rwandais et ougandais s'emparent des installations pétrolières stratégiques de Mwanda avant de fondre sur le port de Banana, verrouillant l'accès maritime de la région. Derrière eux, un sombre cortège de terreur se met en place. Pillage, violence, chaos. Les populations locales subissent le choc de l'invasion. Le 7 août, c'est au tour de Boma de tomber. À 100 km à l'intérieur des terres, l'offensive ne ralentit pas. 3 jours plus tard, le 10 août, Matadi, le plus grand port du Congo et un point névralgique du commerce national, est sous contrôle ennemi. L'étau serré, c'est... Puis vient le coup de grâce. Le 13 août, les bagarres d'Inga, une cible cruciale de l'opération, sont pris d'assaut et sécurisés. À peine arrivé sur place, James Kabarebe donne un ordre lourd de conséquences. Arrêter les turbines. En une fraction de seconde, l'électricité qui alimente Kinshasa est coupée. La capitale, plongée dans l'obscurité, bascule dans l'incertitude et la panique. L'invasion n'est plus seulement militaire, elle est psychologique. Une guerre des nerfs où chaque geste des assaillants semble annoncer la chute imminente du régime. Face à la menace croissante, l'Angola, sous la présidence de José Eduardo dos Santos, entretenait une relation complexe avec le régime de Laurent Désiré Kabila. D'une part, Luanda avait contribué à sa prise de pouvoir en 1997, mais d'autre part, les soupçons de soutien de Kabila aux rebelles angolais de l'UNITA ont rapidement tendu leurs relations. Cependant, face à la menace rwandaise, l'Angola choisit de soutenir Kabila, non par loyauté, mais pour protéger ses propres intérêts stratégiques. Dès la mi-août 1998, des forces angolaises bien entraînées et lourdement équipées entrent en scène.
Déployée rapidement, elle frappe sur plusieurs fronts, engageant de violents combats contre les forces rwandaises et leurs alliés congolais. Leur objectif principal, sécuriser la frontière et empêcher toute avancée supplémentaire des troupes du Kabarebe vers Kinshasa. L'aviation angolaise bombarde les positions ennemies, tandis que les bataillons d'infanterie et de blindés avancent méthodiquement, brisant l'élan de l'offensive rwandais. De son côté, le président zimbabwéen Robert Mugabe, allié de Kabila, dans le cadre de la SADC, Communauté de développement de l'Afrique australe, décide d'intervenir pour empêcher l'effondrement du régime congolais. Harare voit dans cette guerre une opportunité d'étendre son influence économique et politique en RDC, notamment en consolidant des rapports miniers lucratifs. Le Zimbabwe envoie plusieurs centaines de soldats d'élite et déploie son aviation. Les forces aériennes zimbabwéennes, notamment l'air avion de chasse, effectuent des frappes ciblées contre les positions rwandaises autour de Kinshasa et de Matadi. L'impact est immédiat. Les forces de James Kabarebe, prises sous un feu nourri et manquant de soutien logistique, commencent à reculer. Grâce à cette double intervention, la progression fulgurante des troupes rwandaises est stoppée net. À Kinshasa, des affrontements acharnés éclatent entre des soldats rwandais infiltrés et les forces loyalistes soutenues par les Angolais et les Zimbabwéens. Des combats de rue féroces, parfois au corps à corps, transforment la capitale en champ de bataille. L'armée rwandaise, désormais acculée, tente une retraite précipitée. Kabarebe et ses hommes qui avaient avancé en conquérant doivent désormais fuir en catastrophe. Beaucoup d'entre eux ne survivront pas à cette débâcle. La coalition angolaise zimbabwéenne, quant à elle, renforce ses positions et assure la survie du régime de Kabila, changeant ainsi le cours de la guerre. L'opération Kitona, initialement un chef-d'œuvre de guerre éclair, se transforme en désastre pour Kigali et Kampala. Les militaires gouvernementaux Kalachnikov en main posent et paradent. On va tous les tuer. Il faut qu'on les tue tous. S'ils reviennent, on les massacre. La situation de James Kabarebe vire au cauchemar. Son armée jadis conquérante est désormais piégée à plus de 1500 km de ses alliés du Kivu. L'étau se resserre. À l'ouest, Kitona est tombé aux mains des forces angolaises qui progressent inexorablement vers Kinshasa. Au nord, le fleuve Congo devient une barrière infranchissable, aucun bateau n'étant disponible pour une traversée. À l'est, une jungle hostile et l'armée congolaise lui coupe toute retraite. Isolé, encerclé, Kabarebe n'a plus qu'une seule issue, le sud, en direction de l'Angola, où il espère un soutien de l'UNITA, l'ennemi juré du gouvernement angolais. Le 1er septembre, un nouveau coup dur s'abat sur ses forces. Les barrages d'Inga, un point stratégique crucial, sont repris par l'armée angolaise, appuyée par des commandos d'élite. Zimbabwe. Les Ougandais qui défendaient les installations fuient et rejoignent les troupes rwandaises. James Kabarebe doit agir vite. Il repère un aérodrome près de la ville angolaise de Makela, d'Ozombo, un avant-poste défendu par plus de 400 soldats angolais. Avec le soutien des insurgés de l'UNITA, il organise une attaque audacieuse à la mi-septembre. L'assaut est brutal, rapide et décisif. L'aérodrome tombe entre ses mains. Mais un nouveau problème surgit. La piste est trop courte pour permettre aux avions cargo d'atterrir et d'exfiltrer les troupes. Une course contre la montre s'engage. Pendant 2 mois, les hommes de Kabarebe allongent la piste, passant de 1400 à 1800 mètres, tout en repoussant de multiples assauts angolais, dont une attaque massive impliquant plus de 26 véhicules blindés. Chaque jour, chaque nuit, l'enclave se rétrécit sous la pression de l'ennemi. Enfin, la piste est prête. L'évacuation commence sous le couvert de l'obscurité. Plus de 30 vols sont effectués, embarquant des soldats rwandais et ougandais vers la sécurité. Le 24 décembre, après 4 mois de combat acharné, la dernière rotation s'envole. Kabarebe et environ 3000 hommes quittent le sol angolais et rentrent au Rwanda. L'opération Kitona, qui avait débuté par une conquête éclair, s'achève sur une exfiltration périlleuse, laissant derrière elle un champ de ruines et une guerre loin d'être terminée. Après son rôle militaire en RDC, James Kabarebe a été nommé chef d'état-major de l'armée rwandaise, puis ministre de la Défense en 2010. Son expertise stratégique et sa loyauté envers Paul Kagame ont renforcé son statut de figure incontournable de la politique sécuritaire rwandaise. Cependant, son nom est resté associé aux tensions entre la RDC et le Rwanda, notamment avec le soutien présumé du Rwanda au mouvement rebelle du M23 en 2012. En 2019, James Kabarebe a été nommé conseiller spécial de Kagame pour les questions de sécurité, marquant une transition de la sphère militaire vers un rôle plus diplomatique et stratégique. Son influence reste forte,
mais elle est aujourd'hui exercée dans les coulisses du pouvoir rwandais. En 2023, sa nomination en tant que ministre d'État chargé de la coopération régionale montre une volonté du Rwanda d'afficher une posture plus diplomatique, bien que les tensions avec la RDC restent palpables. L'héritage de James Kabarebe est ainsi double. D'un côté, il est reconnu comme un stratège militaire hors pair qui a su imposer la puissance du Rwanda sur la scène régionale. De l'autre, il demeure une figure controversée, accusée de jouer un rôle clé dans les guerres qui ont ravagé l'Afrique centrale. Son influence sur la politique sécuritaire du Rwanda et son implication dans les conflits congolais continuent de susciter des débats et des controverses dans les années à venir. Il demeure un symbole de la complexité des relations entre le Rwanda et la RDC, océan entre coopération, rivalité, rébellion et guerre d'influence. Merci, c'est la fin de notre vidéo. À la prochaine.